Jeudi 30 décembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Éthiopie, formation d'un comité inédit de dialogue national pour ramener la paix. La toute première commission de dialogue national et de réconciliation a vu le jour. Au Soudan, manifestation à Khartoum, les protestants expriment leur rejet à la composante dirigeante de Abdel Fattah el-Burhan. En Algérie, la loi de finances 2022 signée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune ce jeudi, on en parle dans un instant. Sport, football, conférence de presse du sélectionneur national Djamel Belmadi qui affirme que le match amical face à la Gambie pourrait être annulé. Nous le disions à l'instant, l'Éthiopie fracturée par la polarisation ethnique et politique. Le pays est entré mercredi dans un long processus de construction d'un consensus national, d'une paix durable et d'une réconciliation. La toute première commission de dialogue national et de réconciliation a donc vu le jour. Leila Gertal. Ce comité a été bien entendu approuvé par le Parlement éthiopien. Il aura pour objectif premier de ramener la paix dans le pays déchiré par une guerre de dissidence menée depuis plus d'1 an par les groupes rebelles du Tigré. Après que les leaders dissidents du Tigré aient menacé fortement et directement le président Ahmed Abiy, le sommant de quitter le pouvoir, sinon, disait-il, la capitale Addis Abeba serait assiégée et le président éthiopien démis de ses fonctions. Les rebelles du Tigré, regroupés en alliance, se sont fixés pour objectif la destitution du président éthiopien, mais c'était sans compter avec le revers de la médaille et la sortie inattendue d'Ahmed Abiy qui a décidé de prendre le chemin de la reconquête de son pays, de la menace des groupes armés du Tigré, en troquant son costume de président par le treillis militaire et en prenant la tête de ses troupes à l'encontre de la rébellion. Face à son avancée fulgurante sur le terrain, les rebelles capitulent et annoncent leur repli vers leur région d'origine, le Tigré. Un repli qui s'inscrit comme un point fort pour Abiy. Celui-ci détient désormais les cartes pour faire pression sur la rébellion tigréenne et la communauté internationale restée longtemps de marbre face à la rébellion tigréenne. Ce comité vient couronner les avancées sur le terrain de l'armée régulière éthiopienne. Il sera chargé, je le rappelle, d'assurer la paix dans le pays. Il est composé de 11 membres, un véritable camouflet pour la rébellion du Tigré qui a surestimé ses capacités sur le terrain. Au Mali, les conclusions des assises nationales de la refondation présentées ce jeudi au terme de près d'1 mois de concertation dans tout le pays. Toutes les catégories socio-professionnelles ont été invitées à participer. Selon les autorités, plus de 70 000 personnes ont été consultées ces dernières semaines. Plusieurs dizaines de partis politiques, y compris des partis de poids, ont refusé d'y prendre part, tout comme les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Mali toujours avec une nouvelle attaque dans le nord-ouest du pays à Nara. Au moins 4 morts parmi les soldats maliens ainsi qu'une dizaine de blessés. L'attaque qui a eu lieu près de la frontière mauritanienne a vu l'utilisation d'engins explosifs, d'engins explosifs improvisés ainsi que des armes lourdes. La capitale soudanaise Khartoum était ce jeudi le théâtre de nouvelles manifestations de la population qui exprime une fois de plus son rejet à la composante dirigeante de Abdel Fattah el-Burhan. Une démonstration de plus en dépit du déploiement intense des forces de l'ordre. Les détails avec Amin Touta. Un nouveau jeudi de manifestation au Soudan.
Dans la capitale Khartoum et dans d'autres villes du pays, les Soudanais sont descendus dans la rue avec un seul mot d'ordre, retour à la légitimité au pouvoir. Les manifestants ont appelé au rétablissement du régime civil. Selon les médias, les forces de sécurité ont fermé les ponts et les routes principales menant aux environs du commandement général de l'armée, ainsi que des coupures de téléphone et d'internet ont été constatées. Les forces anti-émeutes n'ont pas hésité à utiliser le gaz lacrymogène pour dissuader les manifestants. Washington a de son côté conseillé à ses ressortissants d'éviter les lieux de manifestation attendus. À quelques jours de la fin d'année, le paysage politique dans le pays semble ne pas voir le bout du tunnel depuis 2 mois. Le Soudan a été le théâtre d'un mouvement de protestation rejetant les mesures prises par Al-Burhan, qui a déclaré entre autres l'état d'urgence ainsi que la dissolution du Conseil de souveraineté, et ce en dépit d'un accord entre Al-Burhan et Hamdouk signé le 21 novembre passé et qui prévoyait le retour de ce dernier à ses fonctions et la formation d'un gouvernement de compétences. Une initiative politique qui n'a pas pour le moment arrêté les vagues de manifestations. On va rester au Soudan avec l'apparition d'une mystérieuse maladie, une maladie à l'origine de 97 décès. Les victimes sont toutes originaires de Fangak, dans l'état de Jonglei, situé dans le nord du pays, en proie dernièrement à d'importantes inondations. Des experts médicaux de l'OMS se sont rendus sur place pour tenter de comprendre de quoi il s'agissait. Ils sont depuis repartis sans livrer leurs conclusions aux autorités locales. Des tests ont également été réalisés pour savoir s'il ne s'agissait pas du choléra. Les résultats se sont avérés négatifs. Alors que certaines régions sont inondées, d'autres sont frappées par les sécheresses, à l'image de la Somalie. Pas moins de 2000 personnes ont rejoint la capitale Mogadiscio ces 2 derniers jours, fuyant les fortes sécheresses selon l'Agence de coopération humanitaire des Nations Unies. La Somalie est actuellement confrontée à l'une des pires sécheresses depuis des décennies selon les organisations humanitaires du pays. Le gouvernement somalien a déjà déclaré la situation d'état d'urgence humanitaire, exhortant la communauté internationale à redoubler d'efforts pour aider les personnes dans le besoin. Retour en Algérie où des détachements de l'armée populaire nationale ont mené du 22 au 28 décembre plusieurs opérations ayant permis de déjouer des tentatives d'introduction de plus de 14 quintaux de kif traités via les frontières avec le Maroc, selon un bilan rendu public par le ministère de la Défense nationale. Des opérations qui ont également résulté à l'arrestation de 19 narcotrafiquants. On va rester en Algérie avec la signature de la loi de finances pour l'année 2022. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donc signé cette loi de finances qui a été adoptée en novembre dernier par les 2 chambres du Parlement. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaben. La signature de la nouvelle loi des finances 2022 par le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune prévoit plusieurs mesures fiscales et législatives visant l'encouragement de l'investissement des opérateurs économiques locaux et étrangers en Algérie. C'est une loi de finances qui a apporté plusieurs dispositions importantes par rapport aux investisseurs, par rapport aux citoyens, par rapport au niveau de vie, par rapport... Donc il y a plusieurs dispositions. Les réformes fiscales incluses dans le texte de la nouvelle loi des finances visent notamment le renforcement de la justice fiscale à travers une répartition équitable de la charge fiscale entre les agents économiques, les individus et les ménages. Dispositions qui concernent principalement des dispositions sur l'impôt sur le revenu global, sur le revenu des citoyens, sur le bénéfice des sociétés, donc sur la taxe sur l'activité professionnelle. Donc il y a plusieurs autres dispositions importantes. Donc je crois que cette loi de finances a apporté par rapport aux autres lois de finances plusieurs dispositions.
Les axes du plan d'action du gouvernement se sont concrétisés dans la loi des finances qui a consacré la préservation des acquis sociaux de l'État, notamment à travers la rationalisation de l'appui destiné exclusivement aux catégories vulnérables, la création de l'allocation chômage et la régularisation de la situation de bénéficiaires du dispositif d'insertion. Cette même loi des finances table sur des exportations en hydrocarbures à 27,9 milliards de dollars et des importations à 31,8 milliards de dollars. Retour à l'actualité internationale. 3 Palestiniens ont été blessés par balle en Cisjordanie occupée. Le ministère palestinien de la Santé a indiqué que les blessures étaient dues aux heurts qui ont opposé des dizaines de civils à l'armée sioniste dans le quartier de Rafah al-Aqab et du camp de réfugiés adjacent de Kalandia. En Irak, plusieurs soldats et policiers ont été tués dans des explosions ou confrontations avec des éléments du groupe terroriste Daesh dans la région de Diyala. Des pertes ont aussi été enregistrées du côté de ce groupe terroriste selon l'armée irakienne. Une vaste opération militaire a été lancée dimanche dernier autour des monts Hamrin à travers lesquels les combattants du groupe terroriste se dissimulent pour harceler de nuit les habitants des environs. Et dans notre dossier santé Covid-19, bilan en Algérie, un bilan en légère hausse. 382 cas ont été enregistrés hier. 9 nouveaux cas de décès ont également été signalés. La bonne nouvelle, c'est le nombre de nouvelles guérisons, 204 selon le bilan du ministère algérien de la Santé. On va rester en Afrique. Après le Sénégal, le Nigeria et le Ghana, la Guinée est elle aussi touchée par le variant Omicron en Afrique de l'Ouest. L'Agence nationale de sécurité sanitaire l'a annoncé hier. Le variant a été détecté dans des analyses de ces derniers jours. Une quinzaine de cas ont officiellement été détectés, mais les chiffres seraient 2 à 3 fois plus élevés selon des experts locaux. La présidence des affaires des 2 saintes mosquées en Arabie Saoudite a décidé hier de rétablir les mesures de distanciation physique entre fidèles et pèlerins dans les 2 saintes mosquées à partir d'aujourd'hui, dans un contexte d'une nouvelle hausse des cas d'infection au coronavirus dans le royaume. La décision a été rapportée par l'agence de presse saoudienne. Covid toujours, l'Espagne qui annonce la réduction de la durée de quarantaine des personnes positives au Covid-19 à 7 jours contre 10 auparavant. Une décision qui survient alors que le nombre record de contaminations suscite, comme ailleurs, des craintes de déstabilisation de l'économie. Cette mesure est destinée à trouver un équilibre entre santé publique et croissance économique, d'après le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Et le gouvernement italien a décidé d'instaurer une jauge de 50% dans tous les stades et donc ceux de série A. La capacité maximale des espaces clos sera de 35%. La Gazzetta dello Sport précise que le Conseil des ministres avait d'abord pensé à limiter le nombre de spectateurs, 5000 au maximum, mais il a finalement décidé de mettre en place une jauge. Cette nouvelle règle devrait être mise en place à partir du 6 janvier. Et pour finir avec le dossier santé, on va aller en France. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le seuil des 200 000 contaminations en 24 heures a été franchi. Un raz-de-marée Omicron, selon le ministre français de la Santé, Olivier Véran. Et pour faire face à cette hausse de contamination, des mesures drastiques ont été prises. Les détails avec Neylaït Hamouda. Des chiffres alarmants. Plus de 200 000 contaminations en 24 heures. Un seuil insupportable dans l'Hexagone. Olivier Véran, le ministre français de la Santé, le qualifie de raz-de-marée Omicron. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Il y a 208 000 Français qui ont été diagnostiqués positifs au Covid au cours des 24 dernières heures. J'ai fait un rapide calcul avant de vous rejoindre. Ça veut dire que 24 heures sur 24, jour et nuit, toutes les secondes dans notre pays, plus de 2 Français sont diagnostiqués positifs au coronavirus.
Face à cette explosion de contamination, le retour du masque devient désormais obligatoire à Paris. Cette obligation s'applique aux personnes âgées de plus de 11 ans, à l'exception des personnes circulant à l'intérieur des véhicules, aux usagers des 2 roues ou des personnes pratiquant une activité sportive à l'extérieur. Pour les contrevenants, ils pourront se voir affliger une amende qui peut atteindre les 135 €. Le temps durcit. Les entreprises récalcitrantes au télétravail pourront se voir infliger une amende allant de 1 000 € par salarié jusqu'à 50 000 € en cas d'entorse à cette nouvelle directive ministérielle. Le gouvernement accélère donc son calendrier face à ce nouveau record de contamination. 2 semaines après l'annonce du gouvernement de voir transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Ce projet de loi est arrivé hier en commission à l'Assemblée nationale. Le texte sera ensuite discuté à l'Assemblée et au Sénat pour une entrée en vigueur le 15 janvier prochain. Les discothèques fermées le 10 décembre garderont porte close 3 semaines de plus en mois de janvier. De quoi déplaire aux fêtards. Sur fond de crise ukrainienne et les récentes tensions entre l'Occident et Moscou, les 2 présidents, Joe Biden et Vladimir Poutine, vont s'entretenir aujourd'hui par téléphone. L'annonce a été faite par la Maison-Blanche et c'est la 2e en un mois, à quelques jours avant la rencontre du 10 janvier prochain à Genève. Les détails avec Amine Touta. Une proposition américaine pour résoudre la crise ukrainienne. C'est ce qui est du moins prévu lors d'un entretien téléphonique entre Joe Biden et son homologue Vladimir Poutine pour ce jeudi 30 décembre. Selon la Maison-Blanche, Joe Biden va proposer à Vladimir Poutine une voie diplomatique concernant ce dossier et dont Washington demeure inquiète quant à la présence des troupes russes près de la frontière avec l'Ukraine. Ces pourparlers, confirmés par le Kremlin, survient à quelques jours de la programmation d'une rencontre entre les 2 parties prévue le 10 janvier prochain à Genève. Un rendez-vous qui doit être suivi 2 jours plus tard d'une rencontre entre la Russie et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, un organisme dont fait partie les États-Unis. Avant cette proposition, la Russie avait pris la décision de retirer plus de 10 000 de ses soldats positionnés près de l'Ukraine pour des exercices militaires, ce qui a ravivé les tensions entre Moscou et les Occidentaux, notamment l'Alliance Atlantique OTAN. Le Kremlin avait reproché son élargissement à l'est du continent, tout en exigeant des garanties de sécurité. Et cette nouvelle au Kazakhstan qui a complètement aboli la peine de mort. Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a signé mercredi un projet de loi abolissant complètement la peine de mort dans le pays. L'annonce est contenue dans un communiqué de la présidence. Direction les États-Unis à présent, le pays sous le choc des suites du décès d'une adolescente de 14 ans tuée la semaine dernière par une balle perdue qui a été tirée par un policier alors qu'elle se trouvait dans une cabine d'essayage. Le département de police de Los Angeles a publié un ensemble de séquences de caméras de surveillance et de vidéos de caméras corporelles présentes sur les policiers montrant les événements qui ont conduit à la mort de Valentina. La capitaine de la police, Stacy Spell, a expliqué en être encore au premier stade de l'enquête. Et le bilan des inondations au nord-ouest du Brésil, dans la région de Bahia, est passé à 24 morts selon l'agence locale de protection civile qui a annoncé que le nombre de blessés est passé à 434. L'Indonésie a annoncé qu'elle laisserait finalement débarquer des dizaines de réfugiés Rohingyas en difficulté en mer après les protestations de la population locale et de la communauté internationale contre son projet de les repousser dans les eaux malaisiennes. Mardi, une embarcation en bois endommagée transportant essentiellement des femmes et des enfants s'était vue refuser le débarquement par la police indonésienne. On va s'intéresser à cette plainte déposée par la Chine auprès de l'ONU contre les satellites du milliardaire Elon Musk, SpaceX, accusant les satellites Starlink de SpaceX de constituer un danger pour sa station spatiale, ainsi que pour la sécurité et la survie des astronautes en orbite. Imen Merad.
La Chine accuse les satellites Starlink de SpaceX de constituer un danger pour sa station spatiale Tiangong, ainsi que pour la sécurité et la survie des astronautes en orbite. Un accord signé pour régir les activités des États concernant l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique a notamment été ratifié et signé par les États-Unis et la Chine. Mardi dernier, l'Empire du Milieu a dénoncé la menace grave représentée par les satellites Starlink de la société SpaceX et a accusé les États-Unis de manquer à leurs obligations internationales dans l'espace, sans citer pour autant le dirigeant de SpaceX. Au début de ce mois de décembre, le gouvernement chinois a qualifié l'activité spatiale de l'entreprise américaine SpaceX, dirigée par Elon Musk, de dangereuse. C'est dans ce contexte qu'une plainte a été déposée auprès du secrétaire général de l'ONU concernant les principes régissant les activités des États dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, rappelant ainsi leurs obligations en citant l'article 6 du traité. Pour rappel, Tiangong, la base spatiale chinoise, a dû, selon Pékin, effectuer à 2 reprises des manœuvres afin d'éviter la collision avec 2 satellites du milliardaire américain. Le site web de Starlink, de son côté, a annoncé que ces satellites pouvaient manœuvrer de manière autonome pour éviter les collisions avec des débris orbitaux et d'autres engins spatiaux. On va rester dans l'espace et on va s'intéresser au télescope spatial James Webb qui entame aujourd'hui une nouvelle étape cruciale, le déploiement de son bouclier thermique dans l'espace. La vitesse de croisière du télescope spatial de James Webb est d'un peu plus de 1 km par seconde. Mohamed Amin Aberkan. Tout continue à bien se passer pour le télescope spatial James Webb qui a été lancé le 25 décembre par une fusée européenne Ariane 5. Alors qu'il vogue au-delà de l'orbite de la Lune en direction du point de Lagrange, L2, à 1,5 million de kilomètres de notre Terre, l'engin de plus de 6 tonnes a passé une nouvelle étape cruciale vers sa mise en service. Il a déployé les bras qui supporteront son bouclier thermique, une sorte de pare-soleil destiné à le protéger des rayonnements émis par notre étoile. L'opération est cruciale pour les astronomes. L'objectif du télescope spatial James Webb est en effet d'observer l'univers d'eau au soleil dans un froid qui frôle les moins 266 degrés Celsius, la température nécessaire à des observations de qualité dans l'infrarouge. Les opérations ont commencé le 28 décembre par l'ouverture des bras situés à l'avant du miroir principal. Les responsables du télescope Webb ont lancé des opérations similaires pour les bras de la partie située derrière le miroir principal, mais d'autres manœuvres, contrôle de température, chauffage de certains éléments et verrouillage des bras étaient nécessaires, si bien que le plein déploiement a été confirmé. Le télescope spatial James Webb n'arrive à bon port que d'ici un mois et qu'il faudra ensuite patienter plusieurs semaines avant qu'il ne soit totalement opérationnel. Pour les premières observations, rendez-vous donc au mois de juin prochain. On va parler sport, football. Le sélectionneur national Jamel Belmadi était face à la presse ce matin à Doha, la capitale qatari, pour évoquer les derniers préparatifs des Verts afin de défendre le titre continental au Cameroun. Et malgré les quelques cas de contamination au Covid-19 enregistrés au sein de la sélection nationale, Jamel Belmadi a confirmé l'information que lui et tous les joueurs de sa sélection seront du voyage au Cameroun pour participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Avec pour mission principale défendre leur couronne continentale. Le sélectionneur national n'a pas caché la difficulté de la mission qui l'attend, ainsi que son staff technique et ses joueurs. Toutes les sélections participantes auront à cœur de battre l'Algérie qui reste invincible depuis 33 matchs selon lui. Jamel Belmadi qui a d'ailleurs affirmé que le match amical face à la Gambie prévu le 1er janvier à Doha pourrait être annulé vu le nombre de contaminations qui cause un manque d'effectifs terrible, ajoutant que la préparation était très perturbée. On écoute à ce sujet Jamel Belmadi. Dans le secret, mais il y a des choses, croyez-moi, je vis dans une réflexion de prendre une décision, savoir si on annule ce premier match contre la Gambie ou pas. Parce qu'on est, pour toutes les raisons que je viens de vous donner, gros manque de joueurs et ça serait quasi impossible d'aligner une équipe
équipe avec un minimum de joueurs disponibles sur le banc de touche. Donc voilà, ça serait un match quand même assez spécial. On est en train de faire le maximum pour ça, mais bon, je ne suis pas David Copperfield, je ne peux pas inventer des joueurs, je ne peux pas inventer des situations qui me dépassent. Donc la préparation est très largement perturbée. Voilà, on n'est pas là pour pleurer, on est là pour trouver des solutions. Maintenant, en tant que tenant du titre, est-ce qu'on peut dire autre chose? Tenant du titre, on a envie de garder notre titre. Handball à présent, la Confédération africaine de la discipline a communiqué sur la nouvelle date de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Initialement prévue au Maroc du 13 au 23 janvier 2022, finalement, elle aura lieu du 22 juin au 2 juillet 2022. L'endroit du déroulement a été maintenu. Une décision qui est intervenue quelques heures seulement après le tirage au sort et des recours formulés par plusieurs pays, dont l'Algérie, qui ont poussé la Confédération africaine de handball à l'annuler. La nouvelle date de la cérémonie du tirage au sort sera communiquée ultérieurement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Amziane Zitouni. Retrouvez Riyad Lahri pour votre journal du 13h demain. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.